Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Valérien Saliou. Donc, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Valérien, du coup, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, tu te présenterais comment ? Alors, en fait, je suis né en Bretagne, j'ai 26 ans. Donc, j'ai plutôt un profil créatif. Je suis tombé dans la marmite de la programmation, de la création assez jeune. En fait, j'ai commencé à coder à 15 ans. J'ai eu la chance en fait que mes parents m'offrent un ordinateur à 12-13 ans. Donc j'ai commencé à expérimenter sur mon propre ordinateur parce que j'avais pas le droit d'expérimenter sur l'ordinateur familial pour des raisons évidentes. Et donc en fait j'ai commencé à installer Linux sur mon ordinateur, ce qui m'a fait commencer à développer en fait à mes 15 ans. Et j'ai développé un logiciel de messagerie instantanée déjà à 15 ans en fait qui était open source, qui est nommé Japix. Et donc ça a bien fonctionné. Enfin, par rapport à mon âge, j'étais plutôt satisfait du résultat, des contacts que ça a noué, de la popularité du projet dans le monde de l'open source. Et donc après, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur, là où j'ai rencontré en fait, au bout de 3 ans en fait, mon associé, Baptiste, avec qui j'ai fait Crisp. D'accord. Et donc en fait, on s'est rencontrés à 21 ans. On a commencé Crisp quand on avait 21 ans, et puis depuis ça continue de grossir et on continue de travailler ensemble, 4 ans plus tard. Stylé. Alors, pour revenir sur ton premier projet, il est toujours disponible en ligne ou c'est quelque chose qui s'est arrêté du coup ? Il est toujours disponible en ligne. Je recommande pas de l'utiliser puisqu'en fait il n'est pas maintenu et les failles de sécurité et tout ça. D'accord. C'est à éviter, mais on peut toujours le tester, quoi. Il est toujours en ligne, c'est open source, c'est sur mon GitHub. Intéressant. Et au niveau tu parlais de la satisfaction qu'il y a pas mal de gens qui l'aient utilisé, c'est à peu près, t'as un ordre d'idée ? En fait, c'est un logiciel open source, donc c'est-à-dire que les gens qui le téléchargeaient, qui l'installaient chez eux, j'avais absolument aucune mesure parce que je ne traquais pas les installations comme on peut le faire aujourd'hui, oui. Un peu salement. Par contre, ce que je voyais, c'est que j'avais un service officiel, un serveur en fait de chat qui hébergeait la plateforme open source pour les gens qui s'y inscrire et discuter. Et j'avais à peu près une centaine de milliers de comptes utilisateurs. Ah oui, c'est vraiment pas mal. Des organisations comme le CERN et le CNRS qui utilisaient la solution en interne. Pour ça, j'avais des contacts, donc j'avais des gens du CNRS qui me contactaient, donc j'avais confirmation que ça était utilisé. Donc c'était un peu surprenant, un peu intimidant quand on était... Ah, j'imagine à 15 ans, vivre ça, oui, effectivement. C'est assez fou. Et du coup, c'est très formateur. Ouais. Ah, j'imagine. Ça crée des contacts. J'imagine. T'as bossé dessus pendant combien de temps ? En fait, j'ai 3 ans consécutifs. Après l'entrée en école d'ingénieur, en fait, c'est fait durement. Du coup, j'ai un petit peu mis ça de côté parce que c'était une prépa intégrée et j'avais vraiment plus le temps. Effectivement, ouais. Les prépas, c'est pas toujours facile. Mais ça m'a rendu assez bon en premières années, en tout cas. J'imagine. Ouais. C'était quoi les technos que tu utilisais ? Pour Japix, alors c'était du PHP côté back, JavaScript. Après de l'HTML5, puisqu'à l'époque ça venait de sortir. Et côté chat, c'était le protocole XMPP. Donc c'est ce qu'on appelle anciennement Jabber, qui était assez populaire en fait avant que Facebook Messenger ne sorte, qui était assez connu dans les mondes du software. En fait, il y avait IRC et Jabber en fait sur le marché, et pas mal de gens utilisaient Jabber. D'accord. Oui, ça me dit quelque chose. Le deuxième nom de XMPP. Ok. Et en fait, moi, j'ai codé la première solution web en fait qui permettait de se connecter à son compte XMPP Jabber depuis le web, qui s'appelle Japix du coup. Parce qu'avant, en fait, les gens utilisaient beaucoup des solutions lourdes de bureau, quoi. Et c'était le début du web 2.0. Il y avait Google Chrome qui était sorti récemment, le JavaScript évoluait, le HTML5 arrivait. Donc, on pouvait en fait faire des technologies de ce genre-là, en fait. Et j'ai créé en fait une solution qui manquait, je pense. Oui, ouais, c'est en général, c'est ce qui fait qu'un produit marche, c'est qu'il y a un manque quelque part et on vient le combler, quoi. Exactement. Ouais.
Ok, bah, super intéressant comme. Ou le faire mieux éventuellement, quoi. J'aurais pu arriver après moi-même et faire la solution, une meilleure solution, et je pense que ça aurait pu percer aussi. Ok. Et t'as jamais J'ai pensé essayé. à le monétiser, ce projet? En fait, on avait une structure, on était jeunes, on n'avait pas légalement, on n'avait aucun statut possible, puisqu'on n'avait même pas 18 ans. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une junior association avec une personne, Julien Barrier, avec qui je m'étais associé en fait à l'époque, à distance. On s'était rencontrés en ligne en fait, sur un forum. Et lui gérait en fait une junior association qui nous permettait d'avoir une association pseudo loi 1901 en fait, en tant que jeune. Et c'est cette association qui gérait les finances. Donc après, nous, en fait, on finançait le projet à travers l'association, quoi. Ok. Donc, il y avait, sur le service commercial, on faisait un peu de pub pour financer les serveurs, mais c'était le seul objectif. Parce qu'on n'avait pas besoin, en fait, on avait 15 ans, donc 15, Oui. 16, 17 ans. C'était largement suffisant. C'est ça. S'amuser à avoir plein d'utilisateurs, c'était largement. Mais ça apprend l'entrepreneuriat et ça apprend la technique sans forcément penser aux histoires business dès le départ, en fait. C'est créer un projet, le créer techniquement, le créer humainement, mais pas penser des histoires d'argent. Donc ça simplifie pas mal, en fait, l'apprentissage quand on commence. À cet âge-là, en tout cas. Effectivement. Mais je pense que dans tous les cas, si tu fais. Parce que monétiser un projet, c'est vrai que c'est gros. Oui, effectivement. Alors, on a des petits problèmes de réseau, je pense, toi et moi, qui fait que je t'entends pas Ouais, je vois toujours. que la vidéo. Ok, on peut essayer de couper la vidéo éventuellement. Allez, on va essayer. Je sais pas si c'est toi ou moi, on coupe les deux et puis on. Bon, de toute voit. façon, vu que tu enregistres de ton côté, on n'aura pas les latences dans l'enregistrement on final. rassemblera. Mais ok, on va essayer comme ça. On a un très bon réseau pourtant ici. Ouais, c'est Donc, peut-être moi, juste mais tout à l'heure, j'avais pas eu de problème. Oh. Peut-être que là, le routeur chauffe. Peut-être. Quoi? Oui. Alors, on va faire un petit clap pour reprendre. Ouais, donc on a abordé ton premier projet et comment tu l'as créé, le nombre d'utilisateurs que tu as eu dessus. Vraiment super intéressant ton retour sur la façon de créer un projet sans forcément vouloir le monétiser et ce que ça apporte. Maintenant, on peut continuer sur le deuxième projet donc, que tu as fait juste après, je suppose, s'il n'y a pas eu d'autres entre-temps. Bah, disons que le deuxième gros projet, c'était Crisp. Après, il y a eu des projets intermédiaires, bien sûr. On reviendra dessus tout à l'heure si tu veux alors. On y reviendra, je pense. Ouais. Parce qu'il y a eu pas mal de projets intermédiaires. Vas-y, enchaînons sur Scripps. Alors, comment vous est venue cette idée? Déjà, on va commencer avec cette question, c'est pas mal. Alors, en fait, Crisp, c'est une idée que j'avais longtemps dans la tête. Donc, j'avais pas le nom à l'époque. En fait, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, j'ai arrêté à peu près Japix en fait à ce moment-là. Mais j'avais toujours le messaging en fait en tête, l'envie de créer un projet, une boîte, un logiciel avec un aspect design que j'aimais beaucoup designer et coder à la fois. Et donc en fait, dès 2012, quand je suis entré en école d'ingénieur, je m'embêtais un peu le soir et je faisais des wireframes de ce qu'est Japix en fait, ce qui est Crisp pardon aujourd'hui. Okay. Mais le problème, c'est que à cette époque-là, j'étais tout seul en tant que dev. C'était très dur de trouver des partenaires en fait en école d'ingénieur en termes de profil entrepreneuriat. Et donc j'ai dû attendre en fait de partir de mon école d'ingénieur de Brest pour aller dans une ville qui s'appelle Lannion en Bretagne, changer d'école d'ingénieur en fait pour réintégrer en cours de route. Et c'est là que j'ai rencontré Baptiste en fait qui est mon cofondateur. Donc en 2014. Et donc Baptiste avait à peu près le même background que moi. Finalement, il a commencé à coder à 14-15 ans, je crois. Lui dans le jeu vidéo. Okay. Après, en fait, par son histoire, il a lui-même un background en fait réseau, télécom et messaging, puisqu'il a travaillé dans des boîtes de messaging en fait en stage par le passé, au moment où je le rencontre. Donc en fait, c'était le match parfait, je dirais. Et on a commencé à coder l'été 2015 en fait ensemble dans son appart, une simple chatbox en fait connectée à Slack. Et en fait, le problème de l'époque qu'on avait remarqué, c'est que le monde du live chat n'était pas celui de 2019. En fait, les chatbox étaient assez vieillissantes
En fait, on avait, faut se remettre à l'époque, mais sur les sites, c'est vrai qu'on avait beaucoup Olark et Zopayem, Zopayem a été racheté depuis. Et les chatbox étaient assez simplistes, pas modernes quoi, pour l'époque. Et on voulait créer quelque chose de beaucoup mieux. Donc on s'est lancé à cette mission-là. En fait, on pensait générer un petit chiffre d'affaires au bout de 3 mois, après avoir développé le produit pendant l'été. C'était un peu une hérésie de penser ça, parce que c'était pas du tout le cas. Donc en fait, on s'est mis à itérer sur le produit pendant 1 an, un peu tranquillement, en fait, à faire un produit beaucoup plus gros que ce qu'on voulait faire aujourd'hui, à l'époque. C'est-à-dire qu'on s'est mis en fait à ne plus faire une simple chatbox connectée par Slack, mais une chatbox connectée à une suite logicielle complète. Et c'est là en fait qu'on a commencé à avoir une petite traction au début, et puis tous les jours en fait on avait une augmentation du nombre de sign-ups sans faire de marketing, en fait, du bouche à oreille. Et puis c'est là qu'au bout d'1 an on s'est dit, après qu'on ait un peu saturé toutes les features que nos utilisateurs gratuits voulaient, on s'est dit bon bah va peut-être falloir commencer à faire un petit chiffre d'affaires. Et donc c'est là 2 ans après le tout première ligne de code, quoi. Non, 1 an après la première ligne de code, en fait, on s'est dit qu'il fallait monétiser. Et donc il fallait faire une vraie Crisp version 2. Et donc on a un peu tout redesigné, changer le message, créer des plans, parce qu'en fait le service était complètement gratuit en fait à l'époque. Ok. Donc on a commencé à créer des features très avancées aussi sur la base de ce que voulaient les clients payants. Comment vous avez pris les retours des clients? Avec Crisp, tout simplement, parce qu'en fait on a la chance de pouvoir dog food, c'est-à-dire utiliser notre propre produit pour supporter nos clients, enfin pour échanger avec nos clients. Donc en fait tous les jours on utilise Crisp. On a pu déjà constater nous-mêmes en fait des besoins dans le produit, et nos clients eux-mêmes en fait nous ont remonté des remarques, des demandes de features. Après il y a quelque chose, en fait, une erreur qu'on a peut-être faite au début, c'est que étant donné que notre base d'utilisateurs était à 100% gratuite la première année, les clients gratuits en fait sont un profil de clients spécifiques qui seraient pas forcément des clients qui paieraient, mais qui adorent ton software et qui sont très gentils et qu'on veut avoir chez nous. Mais du coup, en fait, il faut pas non plus écouter 100% des choses qu'on nous dit à ce niveau-là, parce que c'est des besoins en fait de clients gratuits, et à partir du moment où tu veux monétiser, tu vas vouloir écouter les besoins de gens qui vont vouloir payer pour quelque chose de plus avancé, quoi. Donc c'est vrai qu'on a peut-être beaucoup écouté en fait les gens gratuits au début, et ça a pas mal décalé notre monétisation. Mais c'est pas une mauvaise chose, parce qu'on a pu en fait se concentrer sur le back-end, la technologie, le fait que ce soit scalable avec le minimum de coûts serveurs possible, parce qu'on était étudiants, donc c'était autofinancé. Et aujourd'hui en fait on récupère un peu les graines, les semences qu'on a semées en fait, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui on a beaucoup plus de charges, mais du fait d'avoir optimisé comme on a fait au début, c'est beaucoup plus simple à gérer aujourd'hui, quoi. Donc en fait pendant 1 an on a vraiment posé les bases de ce qu'on est aujourd'hui techniquement. Ok, c'est vachement intéressant ça, sur ta vision de le fait d'avoir pendant 1 an fait des choses qui au final vous rapportent maintenant a posteriori. C'est quelque chose que vous aviez en tête à ce moment-là, ou c'est un heureux hasard, on va dire, que tu as fait les bonnes choses à l'avance pour maintenant? Je dirais que c'est un heureux hasard, parce que c'est vrai qu'on pensait pas que Crisp irait aussi loin. Après ça s'est fait de fil en aiguille, itérativement. Je dirais que je regrette rien effectivement sur les bases techniques qu'on a posées. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé au début, Baptiste et moi, parce qu'on est des développeurs passionnés, et un développeur passionné, ça adore apprendre continuellement des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'on a fait à l'époque, c'était des technologies finalement très avancées en fait pour nous, ce qu'on faisait. Et je peux décrire un peu les bases, Oui. les bases des technologies qu'on utilise. En fait, Crisp, ça fonctionne en microservices. Donc en 2015, c'était quelque chose d'assez nouveau dans les boîtes. Et on utilise, on code Crisp en Node.js, côté back. On faisait de l'AngularJS version 1, ce qui est complètement déprécié aujourd'hui, ce qu'on a changé, je rassure l'auditoire. et côté back-end, en fait, nos microservices, on les a connectés avec RabbitMQ, qui était très issu du monde de la finance, des telcos, en fait, à l'époque, et qui était moins populaire dans tout ce qui était développement full stack.
Mais c'est un choix technique en fait qui est génial aujourd'hui parce que ça veut dire que typiquement, on a des microservices qui s'occupent de choses très précises, par exemple le billing, la gestion des messages, l'API, la gestion des visiteurs publics sur les sites des gens qui utilisent Crisp. Et en fait, si jamais on fait une maintenance, quelque chose, on peut débrancher très facilement des éléments de l'infrastructure sans que personne ne le remarque en fait. Et toutes ces bases techniques qu'on a posées en fait en s'amusant à l'époque, elles font qu'aujourd'hui on est très stable et les évolutions sont très rapides et très faciles pour nous à gérer. C'est vraiment et qu'on peut virtuellement cool, ça, d'avoir fait... augmenter les ressources à l'infini en fait quoi. Oui, parce que ça s'oppose, le fonctionnement que vous avez, ça s'oppose à ce qu'on appelle l'architecture monolithique, qui est un seul serveur avec tout dedans, toutes les fonctionnalités. Et du coup, à chaque fois qu'on veut augmenter la capacité du serveur, on doit tout éteindre, remettre une nouvelle machine plus grosse et tout rallumer, et espérer que tout remarche. Exactement. Et on voit quelques concurrents à nous faire ça, et c'est vrai que ça doit être... j'aimerais pas en fait gérer ça quoi. Ben, c'est clairement différentes problématiques. Alors, c'est intéressant ta vision là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui recommandent de pas justement faire du over-engineering au début d'un produit et pas d'aller chercher à faire le meilleur stack possible, donc le meilleur base de code possible, par exemple, avec les meilleures technologies. Mais du coup, là, ton approche, toi, c'est dans le sens où ça vous a amusé de le faire et ça vous a permis d'apprendre, en fait. Donc, finalement, on revient à ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est que souvent on te donne une to-do list de comment faire du mieux possible pour arriver à devenir milliardaire avec ton projet, grosso modo. Mais au final, ça prend pas en compte que suivant les gens, une même recette peut être complètement bénéfique ou complètement néfaste. Et pour vous, pour le coup... De manière générale, je dirais qu'une boîte, il y a quand même une constante, c'est que faire une boîte, c'est pas un sprint, il n'y a pas d'overnight success. Ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est vraiment un marathon. Et si le seul objectif, c'est l'argent, je pense pas que la personne va aller très loin, en fait. Il faut vraiment être amusé, passionné par ce qu'on fait. Là, je crois qu'il y a une coupure d'électricité. Parfait. On peut reprendre si tu veux faire un toc. Alors, moi, pour le coup, j'ai pas eu de coupure de... Ah, c'est bon. Ok, j'ai perdu la batterie juste. Ok, vas-y, on refait si tu veux. Théoriquement, notre fibre est ondulée chez Crisp, donc pas de souci. Oui, donc tu n'auras pas de problème d'internet. D'ailleurs, vous êtes combien en ce moment à Crisp ? Alors, en fait, on est une team en fait, avec des freelances et des gens en France. Donc, en fait, dans le monde, on est 9 en tout. En France, on est 6 du coup, dans les locaux nantais, quoi. Pour le moment, c'est à peu près le bon nombre, je dirais. Enfin, on arrive à gérer le scale, gérer la boîte comme ça. Donc après, nous, en fait, on scale la team par rapport à l'augmentation de la croissance de Crisp, du fait qu'on puisse plus gérer des choses nous-mêmes, en fait. Ok. Là, du coup, vous êtes à combien d'utilisateurs qui utilisent Crisp ? Alors, en fait, on est à 100 000 comptes utilisateurs, 100 000 entreprises, en fait, en tout. Donc, en fait, on est sur un modèle freemium, après, dans le modèle, en fait, économique de Crisp. Donc, en fait, on a à peu près 95% des sites, en fait, qui utilisent Crisp gratuitement. Donc, ça peut être le freelance sur son site, la communauté, le forum, tout ça. Et 5% des utilisateurs, en fait, qui payent pour un service plus premium. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce modèle freemium, c'est que les 95% d'utilisateurs gratuits, donc ils profitent d'un service qui leur est quand même hyper favorable par rapport à ce qu'ils pourraient payer autre part. Et en fait, leur chatbox montre un lien comme quoi en fait leur chatbox est propulsé par Crisp. Donc en fait, indirectement, nous on est visible sur leur site et ça ramène indirectement, organiquement, des clients payants. Ah, c'est un échange de bons procédés, quoi. Exactement. Super intéressant ça. Il y a beaucoup de stratégies de produits, ce qu'on appelle un peu le grow hacking, qui est justement de faire porter aux utilisateurs la pub du produit qu'ils utilisent. Et du coup, ça permet de gagner gratuitement. Growth hacking. Ouais. C'est un autre terme. Alors, j'aurais dit growth, ouais,
Peut-être que... Ouais, growth, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Je pensais que c'était une bonne technique de marketing. Non, c'est juste que je l'ai dit comme une quiche. Ouais, du coup, c'est un peu ça. Une des plus connues qui est souvent citée quand tu vas avoir des confs comme ça, c'est l'histoire de Hotmail où il faisait juste en bas dans la signature envoyer via Hotmail avec un lien vers le site Hotmail. Et, c'est radicalement pareil en fait. Ouais. C'est exactement l'idée. Hein. Et du coup, c'est ça qui a fait que leur service a explosé versus Yahoo ou les autres trucs qu'il y avait à ce moment-là. Donc, ouais, c'est super comme technique. Exactement. En tout cas. En fait, c'est travailler l'effet viral en fait, parce que c'est la chose la plus actionnable qu'on a, en tout cas dans le numérique, avant de faire du marketing, plutôt, ce que font toutes les boîtes en fait, ou de payer de l'AdWords sur Google. Je pense qu'il faut essayer de faire des choses qui scale et qui coûtent rien en fait finalement. Oui, bah, j'aurais tendance créé la boîte. Oui. On a créé la boîte sans aucun investissement et bah du coup en fait c'est vrai qu'on n'avait pas de quoi s'acheter des pubs, donc en fait c'était des solutions qui étaient évidentes pour nous mais qui ont porté leurs fruits en fait dans le temps et qu'on n'aurait pas forcément, c'est vrai, fait avec plus de capital en amorce. Oui, clairement, mais de toute façon quand tu prends du recul sur la publicité sur internet et des choses comme ça, tu te rends compte que la publicité c'est bien quand tu as déjà un produit qui marche et qui est vraiment naturellement grossi naturellement et là tu vas mettre de l'argent pour stimuler la croissance parce que tu as un objectif de grandir plus vite, mais t'arrives déjà voilà, mais il faut que tu aies déjà naturellement une croissance, et si tu mets juste de l'argent ça marche pas quoi. Pour moi c'est pareil pour la levée de fonds dans le software en tout cas. La levée de fonds peut te permettre d'accélérer si tu as de la friction en termes d'autofinancement, etc. Mais dans beaucoup de cas, en fait, faire un SaaS, ça coûte juste de ton temps personnel. Et tu as un Mac personnel, tu as ton appart, tu as ta location, whatever. Et c'est tout ce que tu as besoin, en fait. Tu manges, tu codes, tu vis dans ton appart et tu n'as pas besoin d'avoir des locaux, tu n'as pas besoin de payer beaucoup de matériel. Ça n'a rien à voir avec les boîtes à hardware. Donc c'est vrai que l'argent peut venir pour accélérer, mais en tout cas en début, ça peut... Oui, ça me fait penser à un des épisodes du podcast précédent que j'ai enregistré, où on me parlait d'un concept du... je vais avoir perdu le nom, bien sûr, parce que j'ai des problèmes de mémoire, mais c'était le nodal revenue, quelque chose qui correspond à ramen profitable. Oui, c'est ça, ramen profitable. Et c'était exactement ce qu'on disait chez Crisp en fait au début. C'était que l'idée c'était d'être ramen profitable, effectivement, quand on a lancé la V2. Et on a été assez vite finalement ramen profitable quand on a lancé la V2 et c'était très brillant parce qu'on a pu commencer en fait à déléguer des choses à des freelances. Par exemple, le nouveau site de Crisp qui a été délégué à une agence de design qui nous a vraiment très bien fait ça et nous on avait vraiment plus le temps de le faire en fait, quoi. Donc ça te permet en fait de scaler ton produit, de scaler ton temps aussi personnellement, suivant les étapes de ta boîte. Oui, finalement mettre l'énergie où tu penses qu'elle est nécessaire, qu'elle vienne de toi, quoi. Des fois il y a des choses t'es pas obligé de le faire toi, et ce sera bien quand même. Exactement. Moi je pense que le produit, en tout cas dans notre cas et dans le cas de beaucoup de boîtes produits, il faut toujours le faire toi-même. C'est ton cœur de métier, c'est le cœur de ta culture, c'est ce quoi tes clients achètent finalement. Mais des choses comme le site ou tout ce qui gravite en fait autour de ton produit, tu peux déléguer. Mais le produit, ne jamais déléguer en tout cas. Intéressant comme vision. Et tu me fais penser à ce que tu fais un petit peu avec tes utilisateurs gratuits. C'est ce que j'essaie de faire là actuellement avec le podcast. J'ai mis plein de liens à plein d'endroits qui permettent de partager facilement l'épisode ou de dire que tu l'écoutes en tout cas, pour essayer de faire connaître naturellement le podcast facilement. Parce que pour le coup ça implique une action utilisateur, mais j'essaie de la rendre après, sans friction. Ouais. Tu peux travailler sur quelque chose, par exemple sur les mails, ou une mailing list avec souscription, où la personne peut partager à des avantages, j'en sais rien à partager. Il y a tellement de choses à faire qui sont inexplorées. Bah, là, mon idée première, c'est que j'aime pas du tout les newsletters, tu vois. Donc je suis pas trop fan de ça. J'aime bien quand moi je vais chercher du contenu, mais pas quand on me pousse du contenu, parce qu'on a trop tendance à nous en pousser, et du coup ça devient un peu... c'est un genre de répulsion. Du coup, le seul truc que j'ai fait au niveau des emails pour le podcast, c'est que tu peux, donc, je sais pas si tu as vu la page, mais il y a une page épisode où tu peux voter pour les gens. Oui, j'ai vu. Voilà. C'est malin. Voilà. Ça, en fait, c'est pour me faire gagner du temps à moi pour trouver des invités.
Une fois que tu as voté, tu peux tweeter que tu as voté pour cette personne et ça notifie la personne en question, puisque tout est basé sur Twitter. D'accord. Et, Ok. Donc c'était ça en fait mon invitation. Exact. C'était le vote. Ok. C'est comme ça. Énorme. Donc ça a un peu marché, je suis content. Et C'est marrant parce que je pensais que c'était un contact direct. Ouais. Donc c'était un bot. Non, en fait c'est pas un bot, c'est je pousse l'utilisateur à cliquer. S'il dit partager, en fait ça lui ouvre Twitter avec déjà le truc pré-rempli. Ah ok, d'accord. Il a juste à faire cliquer. C'est pas tout à fait un bot, quoi. Mais c'est largement facilité. Ça se fait moins en plus en 2019, ça je trouve. C'était très populaire au début de Twitter, mais ouais. ça se fait moins. Alors que je pense c'est efficace. Oui, voilà. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool et pas trop intrusif. Et du coup, si tu veux pouvoir voter, il faut mettre ton email. Et du coup, si tu as voté pour une personne en particulier, un maker, et que du coup il vient dans le podcast, je te renvoie un email en te disant merci d'avoir voté, l'épisode est sorti grâce à toi. D'accord. Donc excellent. C'est pas très intrusif. C'est une sorte d'implication de la communauté dans la création d'épisodes, quoi. C'est ça. J'essaye de. Et les gens aiment bien effectivement se sentir impliqués dans la création d'un produit, dans notre cas par exemple, c'est-à-dire que tu pousses une feature et tu au support et tu l'as le lendemain, quoi. C'est littéralement ce qu'on faisait au début de Crisp. Parce qu'on pouvait. Tu codais dans la nuit. Aujourd'hui, on est au... Ouais, enfin un peu ça. Ouais. Et les gens étaient extrêmement surpris effectivement parce que ça se passait nulle part ailleurs. Mais en fait, c'est le grand avantage d'avoir une boîte à ses débuts, c'est que tu as le temps de pousser de la feature très rapidement. Oui, mais je pense que quand tu grossis, ça devient plus compliqué. Le retour utilisateur est vraiment, le lien avec tes utilisateurs est vraiment très important. Je sais que le premier produit que j'ai construit de la boîte U2U, j'avais créé un groupe Facebook de l'application et du coup j'avais les utilisateurs les plus qui kiffaient le plus le produit, qui étaient dessus tout le temps et qui faisaient des retours tout le temps. Et du coup je faisais des releases où je mettais les noms des utilisateurs qui avaient fait que la feature existe ou que le bug soit fixé. Ah non, ouais, tu crédites les gens. Ouais, du coup ils partageaient de ouf, ils étaient trop contents. Alors on devrait plus le faire parce qu'effectivement on a un groupe Facebook nous aussi et c'est pareil, mais on crédite peut-être pas assez. On devrait peut-être le faire. Essaye, tu vas voir comment ça rend les gens fous de ton produit. Et de toi en fait. Complètement. Hein. Quand je suis parti de la boîte. C'est une sorte de signature de la personne dans le marbre, dans le produit, quoi. Ouais, non, dans les release notes. C'est plutôt cool. Et puis du coup les gens sont contents, ils les partagent aux autres. Regarde, il y a mon nom dans le truc. Enfin, c'est gratuit. Vraiment. C'est très intelligent. Je note. Ça s'est fait par hasard en fait. Au bout d'un moment, à chaque fois, j'allais revoir les gens et je leur disais merci pour ça. Regarde, grâce à toi, c'est sorti. Parce que souvent, ils te relancent en mode mais alors ça en est où? Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi je ferais pas une vraie annonce écrite quelque part. Et voilà. Ouais, clairement. Ouais, le feedback en général, c'est très utile. Alors du coup, attends, on a pas mal. Je crois on est passé par aucune des questions que j'ai dans mon script de questions. Exactement. On peut se rapprocher à une question. Ouais. Mais c'est plutôt pas mal en tout cas. Le début de la conversation était quand même très sympa. Du coup, on va revenir à combien de projets t'as lancé avant d'avoir Crisp et un projet qui marche. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que Crisp marche par rapport aux autres? Ok, alors je réfléchis à la chronologie. Vas-y. En fait, pas mal de projets qui servaient des besoins perso au début. En fait, qui était mon premier gros projet, j'avais codé une sorte de Dropbox en PHP. À l'époque où Dropbox n'était pas vraiment connu en fait. Parce que j'étais au lycée et que ça m'énervait beaucoup d'emmener une clé USB en fait avec moi pour trimballer des fichiers. J'ai codé une sorte de Dropbox pas très sécure à l'époque en PHP sur mon serveur perso. Donc ça, c'était vraiment le premier projet qui était finalement assez simple, assez formateur. Après Japix, j'ai codé une sorte de réseau social pour développeurs en Python qui s'appelait Wavy, qui n'a pas du tout marché. Ça arrive. En fait, on écrivait et voilà, ça arrive. C'était plutôt pas mal fait pourtant, mais c'est vrai que c'est un marché qui est compliqué. En fait, on avait une sorte de catégorie tutoriel en fait, où on écrivait des tutoriels référencés pour les développeurs, un peu comme aujourd'hui, par exemple, DigitalOcean fait dans Listing, qui marche très bien pour leur ramener des clients. Nous, en fait, on pensait exactement faire la même chose. C'était le début de DigitalOcean. On essayait un peu de s'inspirer du modèle. Et en fait, on avait une sorte de couche réseau social après par le dessus.
où les gens pouvaient créer des comptes, avoir une timeline, partager du code, mais ça n'a pas vraiment pris. On avait un petit fan club qui a d'ailleurs racheté le domaine une fois qu'on l'a laissé en fait tomber, mais bon, le projet est open source aujourd'hui, donc ça fait des exemples de code sur mon GitHub. C'est quoi le nom du projet? Et Wavy, donc c'est W-A-A-A-V-E, parce que c'est une vague en fait, mais le problème c'est que vague.com en anglais, c'était pas disponible. Du coup, il a fallu tricker avec le nombre de A, ce qui se faisait pas mal en 2013, je crois. Ok. Et Intéressant. ensuite, c'est suivi Crisp, mais entre tous ces projets qui sont des projets plutôt middle size, il y a eu pas mal de petits projets, des librairies et tout ça. Enfin, tout ça, c'est trouvable sur mon GitHub. Et souvent, ça servait l'intérêt en fait des projets plus gros, c'est-à-dire que quand j'avais un besoin, je sais pas, par exemple dans Japix, on faisait de la messagerie instantanée, de faire des appels vidéo au début de WebRTC dans le browser. J'avais écrit une librairie en fait qui était capable de le faire sur le protocole XMPP. Donc ça se trouve sur mon GitHub. Mais tout ça, c'est des petits projets en fait qui servent des intérêts un peu plus grands. Et il y a une continuité dans Crisp puisqu'on fait un peu la même chose. C'est-à-dire que des choses qu'on a facilitées, par exemple le calcul de la TVA chez Crisp, on l'a open sourcé en tout cas. D'accord. T'as fait en interne pour le billing, t'as fait un module de calcul de la TVA et tu l'as open sourcé? Exactement. On a un système de billing qui est custom parce qu'en fait à la base on a lancé la boîte sur Stripe Atlas, donc qui permettait d'incorporer un peu n'importe où facilement sans avoir à gérer le côté légal, et ça nous permettait d'avoir Stripe en France au moment où c'était pas encore en France, en 2015 je crois, et 2016, 2015 je sais plus. Et en fait, on s'est dit, en fait, les gens veulent payer aussi par PayPal, et pour gérer les deux systèmes de paiement à la fois, il fallait un système de paiement commun. Et donc, on a dû développer notre propre scheduler de billing. Et ça nous permet d'ajouter, en fait, après, à terme, des nouveaux moyens de paiement dans n'importe quel pays, quoi. C'est-à-dire que pas forcément que de la carte bancaire et du PayPal. Et donc, sur ça, forcément, il n'y avait pas de solution standard pour calculer la TVA, à part des API qui coûtaient une blinde, en fait, par facture. Donc on a développé notre propre solution parce que finalement c'est qu'un registre de pourcentage qui doit être tenu à jour. Et finalement ça a servi les besoins de pas mal de développeurs parce qu'on a eu pas mal de contributions et d'installations de cette librairie-là. D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui vous a fait aussi connaître le fait que ça soit un de vos sous-projets? Non, du tout. Non, c'est vraiment pas les projets open source qui nous ont fait connaître. Ça satisfait un peu l'ego de développeur. Ça rend un profil développeur un peu plus joli. Ça te permet aussi d'apprendre des nouvelles méthodes de programmation parfois quand tu changes de langage, quand tu peux expérimenter des choses. Par exemple, si tu faisais du JavaScript en vieux standard avec ma 5 sans avoir les classes, par exemple, en programmation, en fait, tu peux te dire, là, je fais une librairie, je peux essayer de faire le nouveau standard JavaScript et puis je m'amuse et j'apprends des choses. Ça te permet aussi d'évoluer dans la programmation. D'accord, oui. Parce que t'as pas les contraintes de ton projet, la code base existante qui te contraignent un certain style de code. Tu peux expérimenter des choses dans des nouveaux langages, des nouveaux styles. Et c'est pas grave, c'est isolé, c'est une librairie. Enfin, c'est un projet à part. Ok. Du coup, alors ça marche pour les développeurs, mais je pense que ça marche aussi pour n'importe quel type d'entrepreneur qui crée des projets. Tu penses que c'est vraiment intéressant d'avoir plein de petits projets à côté de ton projet principal qui servent potentiellement ton exécution principale? Clairement, après, chez Crisp, on a des projets qui servent pas du tout les besoins de Crisp. Par exemple, on a voulu un peu s'amuser et expérimenter pour des projets futurs, mais qui n'ont rien à voir avec Crisp, potentiellement aujourd'hui en tout cas. On s'est acheté une imprimante 3D. Et donc on expérimente avec le fait de construire des systèmes mécaniques, par exemple des moteurs, en impression 3D. Donc là, je suis en train de travailler sur un moteur électrique. C'est marrant, ça m'apprend des nouveaux concepts, ça m'apprend les bases de l'impression 3D, parce que c'est pas si évident que ça. Baptiste, pour sa part, est en train de faire un volant de Formule 1, par exemple. Donc là, il a de l'électronique mélangée avec de l'impression 3D, mélangée avec un aspect un peu de produit. Je sais pas, aller coller du cuir du daim sur le volant. Enfin, c'est de la fabrication, je trouve ça intéressant. Et donc, il n'y a pas que le software dans la vie, finalement, et c'est vrai que ça fait du bien le dimanche d'expérimenter sur autre chose.
Et ça pourrait un jour peut-être servir à Crisp, qui sait, peut-être qu'un jour on fera du hardware. Qui sait? Qui sait? C'est vrai. Un téléphone. C'est un téléphone. C'est intéressant hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prônent, en tout cas les nouveaux entrepreneurs qui prônent le truc d'être focus et d'être à 100% dédié à son projet et pas avoir de distraction. Et tu as un peu l'approche opposée, j'ai l'impression. En fait, non, pas du tout. Enfin, disons que c'est différent. C'est-à-dire qu'on on est très focus sur Crisp, ça, il n'y a pas de doute. Mais dans l'exécution, c'est-à-dire que, en tout cas historiquement, on a une approche en fait qui est très basée sur le rush. C'est-à-dire qu'en fait sur Crisp, on se dit bon là il faut faire ça, on a telle feature à faire, c'est très demandé. On s'alloue, je sais pas, 3 mois. On se met dans un Airbnb parce qu'on était nomade en fait à une certaine époque et on code en fait toute la journée quoi. Donc on est là pendant certaines périodes à coder 14 heures par jour, enfin toutes les heures éveillées quoi, sur certaines grosses features. On les ship assez vite. Donc j'appelle ça du focus, je crois. Et après, en fait, une fois qu'on a fini, on est un peu rincé et on se dit bon bah ma tête là, elle a envie de faire autre chose. Et donc on fait des side projets, on s'amuse un peu et puis après on revient sur Crisp. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que la boîte a grossi. Et donc en fait, on a un flow quotidien en fait de problèmes à gérer quoi, de support client, de bugs, etc. Donc on est un peu moins capable en fait en termes de temps de faire des rushs comme on le faisait avant. Ce qu'on va essayer de remettre en place pour l'avenir. C'est quelque chose qui vous plaisait dans votre façon de faire? Ouais, bah c'est vrai que c'est pas très compatible avec avec la société, mais le fait de s'enfermer dans un appartement et d'avoir une mission, un temps donné, enfin, c'est très efficace pour la production. En tout cas, quand on commence une boîte, il faut juste savoir s'arrêter et savoir s'amuser quand c'est fini. Oui, c'est un peu le principe des hackathons, je trouve, qu'on retrouve un peu parfois en entreprise. Enfin, moi, je sais qu'à U2U, on s'est fait des mini hackathons entre nous, en mode, vas-y, on teste une idée, on l'a fait jusqu'au bout en quelques jours, quoi. C'est exactement ça, sauf que bah là, dans ce cas-là, tu dors parce que bah, c'est sur un mois et Oui. et t'as quand même une bonne hygiène de vie, quoi. C'est vrai que le hackathon, tu dors pas beaucoup. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Mais je pense qu'à force, on a plus migré vers quelque chose de plus sain, on va dire, en mode de vie, et de faire ça plutôt sur plusieurs semaines que 4 jours. C'est ça. Et après, je pense que, enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Le cerveau humain, pour moi, il est fait de telle façon à ce que je suis incapable de multitasker. Et le monotasking sur une journée, c'est hyper efficace. Parce que c'est vrai que quand tu es sur un nouveau projet pour ta boîte et que tu apprends des nouvelles techno, etc., tu as tellement de complexité autour de toi. Enfin, ton cerveau, il peut pas gérer 36 choses et tu progresses vachement plus vite et tu produis vachement plus en étant à 100% sur la tâche que tu accomplis et pas être à gérer autre chose, quoi. Le problème dans les journées des gens, c'est les interruptions. Et c'est vrai que quand tu t'enfermes dans un appartement, tu n'as aucune interruption. Et est-ce que, du coup, à Crisp, vous avez essayé de créer quelque chose dans votre culture qui permet de justement pas s'interrompre trop? Oui. En fait, dans les locaux, on se parle pas en vrai, on se parle par Slack. Enfin, pas tout le temps, bien sûr, je rassure, mais c'est vrai qu'on a cette logique de se parler par Slack, puisque ça fait beaucoup moins d'interruptions. Souvent, on a les écouteurs, on est en train d'écouter de la musique. On développe et le simple fait d'ouvrir la bouche et de tourner la tête, ça te défocus un peu. Ça fait un peu robotique de dire ça, je dois dire. Mais par moment, quand on a trop de trucs à gérer, c'est ce qui est le plus efficace en tout cas. Mais ça n'empêche qu'on se parle en vrai. Oui. Ouais, je l'ai testé, moi. J'ai bossé pendant quelques temps à Tucantuco. Et une des règles dans la culture, c'était de ne pas s'interrompre le matin. Et si on avait quelque chose à se dire, on essayait par Slack. Mais le but, c'était de ne pas s'interrompre le matin, quoi, pour exécuter un maximum le matin. Bah, c'est pas bête pour tout. Après, je pense que ça dépend du type de personne. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus matinales. Moi, c'est mon cas. Après, si toute la boîte est matinale, c'est parfait. Si on a plutôt des nocturnes, c'est vrai que du coup, il y a un problème de créneau horaire, quoi. Oui. Oui, moi je suis plutôt clairement du soir. Et du coup, le matin, ouais, c'était plutôt un moment tranquille où j'étais OK pour parler, quoi. Ouais, voilà. Alors que moi, il faut pas me déranger. Très drôle, très drôle. C'est l'heure de la pause.
J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Et du coup, une question qui me vient en suivant, qui est d'ailleurs dans ma trame, c'est quoi les objectifs que tu as actuellement avec Crisp ? Vous voulez aller où ? C'est quoi la vision ? Alors, la vision, en fait, c'est de suivre nos clients là où ils nous emmènent, très simplement. De faire des fonctions, des features qui sont assez massives et qui sont faites par personne dans le marché. C'est ce qu'on a fait historiquement, en fait, depuis le début de Crisp. Donc, en fait, chaque année, on sortait une sorte de feature un peu qui était attendue par personne sur le marché. Donc, par exemple, en 2017, on a sorti une fonction qui s'appelle Magic Browse et qui permet en fait de voir en temps réel l'écran du visiteur. Donc, la page en fait sur laquelle le visiteur est quand il est sur ton site web. Et donc, on voit la souris bouger, on voit la personne scroller, on voit tout et on peut parler avec la personne et voir la bulle de chat en fait en temps réel sur son écran se popper avec les messages qu'on envoie. Et donc, ça permet d'aider les gens à distance et ça ou de faire de l'optimisation sur le site en regardant un peu les comportements en temps réel des gens. Et ça a pas mal marché. En 2018, ensuite, on a sorti des appels, des applications Crisp vers les chatbox qui permettaient en fait au support client à travers Crisp d'appeler les gens en fait dans le navigateur. Donc ça a été très apprécié. C'est un peu surpris les gens parce que personne ne le fait finalement dans notre segment marché. Ah bah oui, si et t'as en un chatbox 2019, d'un coup elle se met à sonner, c'est vrai que c'est surprenant. c'est un peu et en fait, on a composé nous-mêmes la sonnerie et tout ça. C'est un projet marrant. Et en 2019, en fait, on a un projet qui est dans la lignée de ce qu'on a fait en 2018-2017, mais qui est secret. Je peux pas le dire, sinon ça surprendra personne. Oui. 2019-2020, par contre, parce que c'est une grosse feature et je pense pas qu'on va la sortir en 2019. Mais on reste dans la lignée en tout cas de sortir des grosses features surprenantes chaque année. D'accord. Et puis après, côté feature, on continue à itérer. C'est assez simple finalement comme manière de voir les choses. On n'a pas de master plan pour Crisp, sinon que continuer à innover, à faire un bon produit et à satisfaire les gens et à écouter les gens. Alors du coup, une question intéressante, comment tu fais pour surprendre les gens si en même temps tu essayes de les écouter pour construire le futur? Comment tu arrives à trouver des idées qui sont où on t'attend pas finalement alors que tu es aussi drivé par le fait? On suit ce qu'ils veulent en fait, mais on essaie de faire x10 en fait en termes de qualité par rapport à ce qui est demandé. On a les grosses features que j'ai citées qui sont surprenantes. Après, on a pas mal de petites features aussi que nous-mêmes on a envie de voir dans le produit puisqu'on l'utilise tous les jours et qu'on implémente. Et c'est pas forcément des features qui sont directement demandées, mais qui surprennent les gens. Ok, intéressant. Est-ce que historiquement, disons que Crisp, en fait, on a eu une approche très consumer sur le produit, alors que c'est du B2B. Le marché du customer support, c'était des logiciels qui étaient très corporate, en fait, pas beaucoup de passion dans le logiciel. Et quand tu fais quelque chose qui est très orienté consumer dans l'approche, ça fait des logiciels qui sont beaucoup plus marrants à utiliser, plus agréables, plus rapides. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de faire dans Crisp et qu'on essaie de garder cette culture. C'est un peu comme ça aussi qu'on surprend les gens, c'est-à-dire les petites améliorations, par exemple, qu'on a fait sur la V3, qui sont en fait des grosses améliorations par derrière. C'est que l'application, elle se charge 4 fois plus vite, par exemple, quand tu lances Crisp. Et tu peux être au Vietnam, par exemple, ça se charge toujours hyper vite, quoi. Parce qu'on a fait des optimisations, mais de fou, en fait, sur le réseau, quoi. D'accord, oui. Et tout est dans le détail, en fait, quoi. Alors c'est vrai, on pourrait faire des features plus massives, qui plus business driven, qui font plus d'argent et tout ça. Mais on aime bien aussi itérer sur un produit de qualité un peu à la Apple. Et les choses se font dans le temps. Vachement intéressant comme vision. Et puis c'est vrai que ça dénote totalement de moi j'en ai pas essayé beaucoup, mais j'ai essayé Zendesk qui fait du chat. C'est pas exactement. Qui était Zopayem en fait avant. Du coup. Ah d'accord. Oui, effectivement. Ah, mais ça a été complètement refait, donc c'est pas le Zopayem de 2015 que je décrivais au début. Oui, moi c'est toujours pas ouf par rapport à ce que toi tu me parles de ton produit et ce que j'ai testé de Zendesk, c'est pas. Il y a une différence quoi.
Pourtant, Zendesk est très utilisé, mais c'est une façon de se différencier dans le marché aussi. C'est-à-dire que nous, on est apprécié par des gens qui ont un background très, très design, qui sont sensibles aux produits, etc. Et les agents en fait qui répondent au customer support de leur boîte en fait à travers Crisp, ils adorent utiliser Crisp parce que c'est un logiciel qui les dérange pas, quoi. C'est pas lent, c'est rapide, il n'y a pas de bug. Enfin, on essaie de faire quelque chose, un logiciel un peu à l'approche Apple. Enfin, le Apple Steve Jobs, bien sûr, parce que c'est que le Oui. Apple plus récent est un peu. Oui, je vois totalement ce que tu veux dire, mais ça ressort vraiment quand tu en parles, sans l'avoir jamais essayé. Je pense que du coup, j'irai l'essayer. Et il finira peut-être sur le site de Indie Maker, qui sait. Et un exemple aussi, par exemple, quand tu t'inscris sur Crisp, c'est aussi débile que ça, mais le fait de ne pas demander de carte bancaire et de te faire tester pendant 14 jours toutes les fonctions premium de Crisp, comme si tu avais payé 95 € par mois pendant 14 jours, ça fait un effet waouh aussi chez les gens, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent configurer un centre d'aide, pour le live chat, ils peuvent accéder à des fonctions de CRM, etc., qui requièrent chez certains concurrents une carte bancaire, quoi. Et dans les SaaS, en termes de différenciation marché, c'est quelque chose qui est important, quoi. C'est réduire la friction sur le Signal, par exemple. Montrer tout ce que tu as sous le capot, en fait, dès que tu lances la solution, mais guider un peu le customer. Surtout que moi, par exemple, ouais. Si. Non, vas-y. Ok, en fait, par exemple, quand tu t'inscris sur Crisp, on a fait quelque chose qui fonctionne très bien en onboarding. C'est qu'une fois que tu t'inscris, donc ça se fait en 4 étapes, enfin en 2 minutes, tu es inscrit, même pas 1 minute, tu arrives sur ton chat Crisp et tu as une conversation qui se lance. Et en fait, cette conversation, c'est un bot. Ça fait pas très bot, puisqu'en fait, c'est comme si c'était un humain qui te parlait en direct et un client. Et en fait, il t'onboard sur Crisp par chat. Et tu vois en fait le bot taper en temps réel avec ce qu'on appelle Magic Type. Donc en fait, tu vois chaque caractère qui est tapé par le bot en temps réel avec une sorte d'effet comme si c'était un humain. Et c'est vrai que du coup, ça fait une démo du produit quand tu t'inscris qui est absolument incroyable, où les gens peuvent même communiquer avec notre support client en fait à travers leur propre dashboard Crisp une fois qu'ils se sont inscrits et complètement tester la solution d'un point de vue chat sans avoir même à l'installer en fait. Donc ils peuvent se rendre compte de certains aspects côté produit qui sont différenciants de cette façon, sans même avoir mis la chatbox sur leur site encore. D'accord, oui. Ah oui, en fait, tu crées une conversation qui est du client qui a créé son compte vers toi, où il y a un chatbot qui commence à écrire dedans. Mais après, eux, ils peuvent te répondre. Ça, et en fait, c'est comme si la personne avait installé la chatbox sur son site et qu'un client à lui était venu parler. Sauf que là, c'est une conversation factice, entre guillemets. En fait, c'est un bot de Crisp qui permet d'onboarder la personne. D'accord. C'est drôle, j'ai fait Et c'est un hack qui fonctionne très bien. J'ai fait un produit il y a 1 an et quelques qui s'appelait Fairway, un MVP pour une boîte. Et justement, l'onboarding se faisait comme ça. L'idée du produit, c'était de pouvoir parler par chat avec des potentiels clients qui veulent acheter, donc en B2B. Et au lieu de parler par email pour essayer de close un deal, c'était de le faire par chat parce que c'est beaucoup plus sympa. Et du coup, pour faire tester la solution, ce que je faisais, c'est l'onboarding était fait via le chat du même produit. Exactement. C'est drôle. Et c'est bien. C'est la meilleure démonstration du produit qui soit. C'est vraiment montrer tout ce que ça fait, quoi. Et du coup, ça vend aussi bien qu'une vidéo finalement. Enfin, mieux. Quand tu t'inscris sur un produit et sur un marché concurrentiel, tu as besoin de voir des vidéos, tu as besoin de voir très vite qu'est-ce que cette solution l'a fait par rapport aux autres. Et c'est exactement ce que ça fait. Oui, sinon soit tu as la solution de la vidéo, soit tu as la solution du je te montre, je fais un onboarding où je te focus un endroit sur le site et te dis à quoi ça sert, puis à quoi ça sert, que je trouve très nul. En fait, j'aime pas les producteurs. Ouais, exactement. On se rejoint. Les producteurs, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui sont aussi très tech-savvy et ça énerve énormément ces gens-là. Ça m'énerve énormément moi-même. Quand je m'inscris sur un produit, c'est OK, suivant. Ouais, t'as envie de faire close all. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'on fait des producteurs. Aussi bien notre propre produit qu'en tant que feature Crisp qu'on revendrait, qui permettrait à nos clients de faire des producteurs chez eux. On le fait pas. C'est philosophiquement incompatible. C'est bien. Je suis plutôt d'accord avec ça. Pour revenir tout à l'heure, la question que je voulais te poser, c'est le fait que, je voulais réagir plutôt
c'est le fait que tu demandes pas de CB. C'est vraiment intéressant parce que beaucoup de produits B2B, le fait qu'on te demande une CB, bah, si tu es par exemple, moi ça m'est arrivé d'être lead tech, donc souvent je testais des solutions moi-même, et quand c'est une solution qui est business, enfin qui est relatée avec un business, ben, on te demande une carte bleue, et du coup en tant que lead tech, tu peux pas venir tester la solution, ou alors tu mets ta carte bleue à toi, parce que faut avoir l'approbation du CTO ou de quelqu'un. Et tu oublies que tu as laissé ta carte bleue sur un SaaS que tu n'utilises plus forcément. Tu te fais débiter à la fin du mois automatiquement, et enfin, c'est l'enfer à gérer autant pour toi que pour le SaaS. Ouais, tu connais bien ma vie. Mais on l'a eu aussi avec les clients parce qu'à la base on demandait la CB et on s'est dit en fait non, enfin faut pas faire ça quoi. Oui, non, c'est horrible. Mais le problème, Ouais, c'est c'est que la façon Amazon de voir le monde quoi. Tu mets ta CB et on te débite, c'est à dire. C'est ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'au final, tu bloques plein d'utilisateurs qui vont pas essayer ton produit du coup, alors que. Et tu les dégoûtes aussi, tu dégoûtes ceux que tu débites un peu dans leur dos, tu bloques plein d'utilisateurs qui n'ont pas la CB, ouais. Dans des grosses boîtes par exemple. Oh oui, les grosses boîtes, c'est impossible pour eux. Avant d'avoir une CB, ça met 2 mois. Non, que ce soit consumer ou B2B, en fait, c'est no CB au sign-up, sauf éventuellement s'il y a risque. Par exemple, chez Crisp, on fait du mail, des campagnes de mail. Et pour faire des campagnes de mail, en fait, tu es obligé d'avoir au moins payé une fois. Pour une raison, c'est que on avait sinon des spammers en fait qui s'inscrivaient sans CB et sans identité et qui pouvaient envoyer des mails en fait at scale via notre version d'essai. Donc c'est la seule fonction qu'on verrouille parce que là il y a un problème en fait d'abus. Oui, après si tu te fais bannir des serveurs mail. Je sais pas, quelqu'un refait un mail Mailchimp, là je demanderai la CB direct en fait quoi. Au moins pour envoyer les 10 premiers mails tu autorises, mais pour envoyer 10 000 mails tu CB. Oui. Il y a des moments où c'est cas de force majeure, tu peux pas faire autrement. Ok, ouais, c'est bien d'avoir une approche plutôt intelligente comme ça et pas systématique, tu vois. Il y a beaucoup de. En tout cas, j'ai vu dans des entrepreneurs face à un produit qui avait une approche en mode s'il y a un petit risque, alors dans tous les cas, j'empêche l'utilisateur de le faire et je prends le côté sécuritaire. Alors le truc c'est que le risque au début d'une boîte il n'existe pas vraiment, enfin de manière générale, hein, je dis sur le produit, que ce soit légal, enfin tout ça. Le risque il arrive avec le scale ou avec l'argent, et quand on commence une boîte, parfois il faut se dire whatever quoi, enfin c'est pas grave. Au pire, s'il y a de l'abus, je le verrai quoi, enfin. Oui. Après quand on a la boîte scale, effectivement on apprend à planifier, faire un peu le plan quinquennal de l'URSS en fait sur. C'est une réplique de Nicolas Bestamante de Doctrine que j'aime beaucoup, qui est passé sur Nouvelle École, et que je répète du coup, mais qui définit tellement la chose en fait. C'est effectivement avec le scale, on est obligé de prévoir quand on push un code en production qui peut être abusé. Il faut le prévoir quoi, sinon c'est l'enfer. On a eu quelques ratés comme ça. C'est pour ça que je dis ça. T'as un retour sur quelque chose comme ça qui vous a fait galérer? Après, c'était plus des migrations très techniques en fait. Mais par exemple, on avait un projet chez Crisp qui était de refaire un index de. Enfin, en fait, on avait un problème de recherche en fait sur Crisp, c'est-à-dire que les gens avaient beaucoup de messages et les gens voulaient chercher dans leurs messages. Donc pour la recherche, en fait, il y a des solutions techniques qui sont existantes sur le marché. Par exemple, Elasticsearch, qui est extrêmement lourde pour les serveurs. Et donc on s'est dit on fait un side, on développe notre propre alternative en fait à Elasticsearch, beaucoup plus légère, qu'on a appelé Sonic, parce que ça fait vite, ça fait rapide. Oui. Et en fait on l'a développé dans ces périodes de rush en fait en un mois, et on a mis ça en ligne sur Crisp. On a ingéré toute la base en fait de messages de Crisp pour que les gens puissent rechercher dans leurs propres messages. Donc il y avait un demi-milliard d'entrées à ingérer. Au moment de mettre ça en production, en fait, tout était parfait dans nos tests en développement, mais au moment de mettre ça en production, en fait, on s'est rendu compte de problèmes massifs qui étaient causés par les effets d'échelle, en fait, dont on s'était même pas rendu compte en fait en développement, même en faisant des tests de charge et tout ça. Donc le truc c'est que la loi de Murphy elle est vraiment vraie en fait quand on fait une boîte at scale, et tout ce qui peut arriver finalement finit par arriver. Et
et il faut vraiment tout prévoir, quoi. Mais au début d'une boîte, vraiment, non. c'est pas grave, quoi. Enfin, les effets de scale sont pas là. Oui, donc t'es pas obligé de forcément tout respecter les bonnes pratiques dans tous les sens. Non, que ce soit sur le légal, sur les factures et tout ça. Enfin, après, tout est régularisable. Sur le technique, tout est rattrapable. Tu auras des crashs, c'est pas grave. Enfin, les clients comprennent, c'est le début. En tout cas, tu vas gagner un temps précieux pour prouver ton marché, pour faire une bonne base technique, faire des features que les gens attendent. Mais il faut pas être. Disons que c'est important d'être au détail sur son produit, mais être planificateur à ce point, je pense que c'est une erreur. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose quand t'es Facebook et quand t'es une startup qui commence, quoi, en termes de sûr. planification. On l'a vu récemment avec les déboires qu'ils ont eu à cause de leur fuite de données. C'est pas les mêmes problèmes. Oui. C'est pas les mêmes problèmes. Et de tout ordre, que ce soit technique, légal, éthique. Oui, clairement. Une question par rapport au produit. Tout à l'heure, tu as dit qu'on voyait le bot taper quand il écrivait. C'est une feature que vous avez dans Crisp, ça? Qu'on voit les utilisateurs écrire? Oui. En fait, on fait une démo d'une feature qu'on a déjà, c'est-à-dire que quand un visiteur compose un message sur la chatbox, le message est envoyé en fait en temps réel, mot par mot, à l'opérateur pour que l'opérateur puisse préparer sa réponse. Bon, étant donné qu'on est des gens sympas, en fait, on respecte les choix de vie privée comme des utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que s'il y a le petit flag Do Not Track activé dans les navigateurs, on va pas streamer ce que les gens écrivent. Et pareil, on n'autorisera pas la fonction Magic Browse qui permet de voir l'écran du visiteur en temps réel. D'accord. Oui. Ça, pour des histoires de respect, on reste européen dans la manière d'aborder la privacy. C'est intéressant, oui, parce que c'est vraiment des features. Je sentais la question. Ouais, c'est des features en général. Vous avez des problèmes, ça. Ouais. Mais non, du tout. Puisqu'on est plutôt respectueux en fait de ces questions-là, on a plutôt, Crisp a été conçu avec pas mal de sécurité en tête et pas mal de respect de la vie privée par rapport à ce que font pas mal d'acteurs. Donc, oui, c'est plutôt pas mal parce que les acteurs de support, en fait, on le voit dans toute ta démarche vu que tu as vraiment une approche user-centric plutôt que business-centric. Bon, en tout cas, ça se ressemble. Sûrement, tu sers bien les deux, mais du coup, t'as pas les biais d'un Zendesk ou d'autres acteurs. J'arrive pas à trouver les noms là, mais Intercom. Ouais, voilà, Intercom, c'est ce que je cherchais. C'est exactement ça. Drift a une approche très marketing, par exemple, donc je me méfierais. Ouais, mais du coup, t'as pas ces biais-là où c'est très, très basé sur on veut aider un business avec ses utilisateurs, mais du coup, on prend pas trop en compte les utilisateurs. Donc, je pense que le Donotrack, ils doivent pas trop l'avoir, quoi. En fait, on fournit un produit. Après, l'utilisateur final, finalement, les sites qui installent Crisp sont responsables finalement de la donnée aussi, de bonne utilisation de la donnée en fait qu'on héberge chez nous. Mais on fournit tous les outils en tout cas pour respecter ces utilisateurs. Et c'est les paramètres par défaut, c'est les paramètres finalement privacy first, quoi. Oui, c'est configurable par les. Ça, en fait, ça a été assez simple pour nous à implémenter, puisqu'en fait, c'était par défaut déjà très privacy first. Très en accord. Ouais. C'est ça. Ok. Tu viens de parler de paramètres, du coup, en gros, t'as dit que c'était par défaut, mais du coup, c'est obligatoire ce comportement-là ou un client chez vous peut genre décider de changer le comportement pour les utilisateurs? Ah oui, bien sûr. En fait, on est très wary. Enfin, la personne peut désactiver effectivement cette configuration par défaut sur la vie privée sur certains aspects, mais on le recommande pas. Et d'ailleurs, on met des jolis pop-up pour prévenir l'utilisateur. Ouais. C'est pas très bien, mais en même temps, on peut pas te refuser le droit effectivement de. Oui. Mais puis c'est intéressant avec ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où quand t'es petit, tu vas peut-être pas tout respecter comme il faut. C'est ça. Parce que des fois, ça va être nécessaire pour ton propre évolution de savoir exactement comment les utilisateurs voient le produit et après l'améliorer au fil du temps. C'est ça, exactement. Et recocher les box. Oui. Ok, super intéressant. Du coup, on peut attaquer mes questions de deuxième partie, on va dire. Allons-y. Sur ça, on a la première qui est comment tu détectes une idée qui est viable dans tous les
projet que tu as fait, comment tu sais un petit peu maintenant identifier qu'est-ce qui a du sens à faire et pas à faire? En fait, une idée viable pour moi, elle est obvious. C'est-à-dire que pour avoir fait des projets qui ont fail et des projets qui ont réussi, euh, la constante, en fait, c'est les customers et c'est les utilisateurs, enfin, c'est les gens, en fait, qui sont impliqués dans le produit. Et pour Crisp, en fait, dès le début, on a vu une traction initiale. Quand on a lancé Crisp, pour l'anecdote, la première version qui était gratuite, en fait, on avait un mot de passe qui protégeait l'accès au dashboard et tout ça, pour empêcher en fait toute personne non autorisée d'accéder en fait à la plateforme. C'est-à-dire qu'on autorisait nous-mêmes et des potes. Et dans la nuit, en fait, un jour en semaine, en pleine nuit, en fait, il y a un ami de Baptiste qui a envoyé des mails en fait à des boîtes en fait en leur donnant les accès. Et dès le lendemain, en fait, on avait 10 utilisateurs. Et de fil en aiguille, en fait, par le bouche à oreille, enfin, on a désactivé finalement cette protection parce qu'on s'est rendu compte que tout allait bien. Et on n'était pas très sûr de nous. Et de fil en aiguille, en fait, avec le bouche à oreille, l'attraction, en fait, c'est fait naturellement. Et enfin, plus ça allait, en fait, plus on avait d'inscriptions à la journée. Donc, on les suivait d'assez près sur un channel Slack. Et c'était assez évident, en fait, qu'on avait un projet qui avait du potentiel. Là où, par exemple, Wavy, c'était mort, quoi. En fait, on avait une communauté, mais une petite communauté, mais le bouche à oreille, c'était zéro. Le SEO, on n'arrivait pas. Enfin, le succès, il est obvious, en fait, de manière générale. Après, il faut effectivement double down et actionner sur le succès. Et c'est là que la période difficile commence, quoi. Alors, je sais pas si tu entends, mais je suis en pleine, Ouais, il y a du bruit. en pleine tempête. Il s'est mis à pleuvoir, à faire un vent de ouf. Et des petits grêlons. Bon, bah, ça ajoute effectivement au podcast. On va se retourner avec mon camping-car. Très étonnant. Du coup, pour revenir sur ta réponse, je pense que c'est vraiment... ton approche est très simple et pourtant il y a plein de gens qui se disent... tu sais, ils font une idée, elle ne marche pas, elle ne plaît pas aux gens, ou ils n'ont pas de retour en tout cas. Positif, ça, les gens n'en parlent pas, puis ils continuent parce qu'ils pensent que... Tu sais, il y a beaucoup l'approche de The Family qui est qu'il faut pivoter, il faut itérer sur son idée. Après, je dirais pas le contraire, que parfois, en fait, effectivement, tu peux trimer pendant 10 ans sur une idée qui marche pas au début et qui trouve en fait sa réalité marché en fait 10 ans plus tard. En fait, il n'y a pas de vérité générale, mais en fait, dans notre cas, on était sur un marché qui était déjà mature, prouvé. Les customers étaient déjà éduqués, il leur fallait un système de support client. Donc, on n'avait pas en fait toute l'étape éducation du marché à faire. Et donc l'attraction s'est faite un peu naturellement parce que les gens cherchaient des alternatives meilleures, enfin quelque chose qui leur ressemble plus, qui leur parle plus. Si je vais créer, je sais pas, quand on a eu la découverte de l'électricité, et des premières technologies associées à l'électricité, c'est vrai que les applications, elles n'étaient pas très évidentes, quoi. Et donc c'était important que les créateurs de l'époque aient pris une sorte de leap of faith et persister par passion. Il n'y a pas de vérité absolue. Après, ce qu'il faut éviter, effectivement, c'est de rester trop longtemps dans un projet qu'on sait mort. Mais parfois, c'est pas évident. Oui. De savoir, en fait, quel sera l'avenir, quoi. Mais dans notre cas, c'était assez évident. Et sur les projets software avec des marchés assez matures, c'est vrai que le succès est évident, quoi. Faut pas perdre de temps. Oui, je pense que c'est quelque chose dont je suis d'accord maintenant aussi, qui est que je vais pas aller chercher forcément à faire quelque chose qui va révolutionner l'usage des gens, où il faut qu'ils apprennent à utiliser quelque chose de nouveau et changer les mentalités, mais plutôt juste remplir un besoin qui existe déjà, parce qu'il y a déjà plein de besoins non remplis dans le monde. Il n'y a pas besoin de vouloir forcément apporter quelque chose de nouveau. Tout ce qui est besoin non rempli, en tout cas dans le monde, c'est des marchés, c'est beaucoup plus difficile parce que tu as un problème d'éducation du marché. Tu sais pas forcément si les gens vont payer, par exemple. Oui, non, quelque chose d'aussi simple, non, je vais pas dire simple, mais faire ce que fait Bill Gates, par exemple, avec les toilettes, l'histoire des toilettes en Afrique, c'est un très beau projet, mais c'est compliqué de trouver un modèle économique où tu vas pouvoir installer ça à scale et les produire sans faire faillite, parce qu'il faut derrière que les personnes payent, les gouvernements payent, et ça, il y a une sorte de business model qui est compliqué à trouver, bien que le besoin il soit clairement là, quoi. Et dans plein de domaines, c'est comme ça finalement. Alors, est-ce que tu peux parler de ce projet de Bill Gates? Je ne suis pas du tout au courant de ce que c'est.
Ah non, en fait, il a plein de projets, mais il y a un projet majeur, en fait, c'est que dans les pays en voie de développement, c'est moins le cas aujourd'hui, mais c'est toujours le cas. Donc c'est notamment en Afrique et en Inde, il y a des problèmes de sanitation sur les eaux usées et tout ça, en fait, qui sont clairement liés en fait au manque de toilettes. Les gens en fait chopent des maladies très rapidement par les eaux, en fait, par les rivières dans lesquelles ils se lavent. Et la santé, en fait, c'est un peu la base d'un pays, quoi. Enfin, et l'idée, en fait, c'était de produire des toilettes qui seraient pas raccordées à un réseau en fait de sanitation comme on a en Europe, c'est-à-dire du tout à l'égout, parce qu'en fait, ça demande des projets d'infrastructure qui sont trop colossaux aujourd'hui pour les pays. Et donc l'idée, c'est de faire des toilettes complètement autonomes, qui sont alimentées par l'énergie solaire et qui sont capables en fait de processer les excréments en fait comme ça, quoi, de manière totalement autonome, et d'en faire éventuellement quelque chose d'actionnable, c'est-à-dire des engrais par exemple pour l'agriculture. Et donc ça solutionnerait le problème de l'hygiène des maladies, et en s'inscrivant dans un contexte en fait où tu peux pas avoir de tout à l'égout. Le seul problème, c'est que c'est le coût en fait unitaire de ces appareils-là qui est aujourd'hui, je crois, trop gros en fait pour les familles, en fait, qu'il y ait un vrai programme en fait gouvernemental. Oui. Mais après, c'est un beau projet et qui est nécessaire en fait. Enfin, c'est une évidence en fait qu'il y a besoin en fait de solutionner ce problème-là en fait pour ces pays-là. Mais c'est un modèle qui est compliqué. J'ai une question par rapport à ça. C'est un très bon sujet. C'est que pour nous, on le voit nécessaire, mais est-ce que tu penses que pour les gens en Afrique, ils le ressentent comme nécessaire? Est-ce que c'est eux qui expriment le besoin? J'en ai aucune idée, je m'avancerai pas là-dessus, mais je pense que quand tu vois tes enfants tomber malades et mourir de maladies qui sont complètement aussi débiles que la diarrhée en fait en Europe, je pense que tu te poses des questions quand même sur pourquoi c'est comme ça, quoi. Oui, clairement. Mais ma question, partie du problème en tout cas. Donc. Mais oui, effectivement. Oui. Tu te rends pas forcément compte en fait de la solution, de la nécessité de la solution à ce problème-là en fait, sans avoir vécu dans un monde où cette solution-là existe en fait, quoi. Et c'est évident. C'est comme le téléphone portable à ses débuts, oui, voilà. L'iPad à ses débuts, c'est pareil. Exactement. Et c'est un peu ça que je voulais dire comme approche tout à l'heure, c'est que je trouve que c'est plus facile de faire quelque chose dont les gens ont conscience déjà qu'il leur manque. Pas qu'ils aimeraient ou pas qu'ils pensent que c'est une amélioration possible. C'est clairement l'idée du marché éduqué et du marché non éduqué, en fait. Oui, voilà. Ce que tu as fait avec Chris. Exactement. Les gens avaient déjà des chatbots, mais ils étaient nuls. Ils voulaient un truc mieux. Ils voulaient juste passer à la vitesse supérieure et avoir un produit de meilleure qualité, et c'est exactement ce qu'on a fait. Voilà. Donc il faut pas à chaque fois en fait prendre, je pense, les histoires entrepreneuriales à la lettre et se dire en fait c'est the way to go, quoi. Il y a vraiment des conditions complexes, un environnement complexe en fait, que écouter un entrepreneur parler parfois sur ce qui a résolu ces problèmes, ça va pas résoudre les tiens, quoi. Clairement pas. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off. C'est ça. En fait, on est un peu livré à nous-mêmes, et toi et ta tête, quoi. Je pense que c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est de partager des vécus et des ressentis de personnes pour un peu se donner des idées mutuellement entre nous. Et je trouve que ça manque, d'où le fait que je fasse le podcast, parce que moi, ça me manque personnellement. La motivation aussi de montrer en fait à des gens qui sont en passe de lancer leur projet qu'il y a des succès en fait de gens qui étaient comme eux avant. En fait, nous, c'était clairement ça. En fait, en 2015, il y avait The Family qui lançait Coup d'État. Donc, nous, on était à Lannion, qui est une petite ville de Bretagne de 20 000 habitants. On était complètement perdus dans la campagne. C'était pas du tout, on n'avait pas du tout la mentalité comme il fallait en fait pour notre marché. Et le fait d'avoir The Family qui a fait Coup d'État, et on écoutait Oussama prêcher en fait, c'était génial en fait. La bonne parole, mais c'est quelque chose en fait qu'on reconnaît énormément à The Family, c'est que ils ont fait partie de notre succès sur Coup d'État. Et la motivation, ça fait vraiment beaucoup de choses, quoi, au début. Mais je suis plutôt d'accord.
moi aussi, alors, j'ai construit un projet qui n'a pas marché pour le coup, mais à la même époque, j'ai écouté aussi toutes les vidéos de The Family et ça m'a pas mal aidé sur les motivations et trouver un petit peu, m'aiguiller un peu, tu vois, De montrer que t'es pas seul en fait, quoi. Ouais. Enfin, que t'as des gens qui ont une histoire en fait semblable à la tienne, qui sont 5 ans plus tard et qui ont réussi, quoi. Oui, clairement. Bon, Ça manque un peu. ça manque un peu. Ben, c'est l'idée du podcast et tu vas sûrement inspirer plein de gens grâce à ça, j'espère. Lancez tous vos boîtes. Bon, ben, du coup, là, on a pas mal discuté. On peut parler maintenant des side projects que vous avez avec Crisp, parce que j'ai lu un article où en fait tu parlais du fait que une partie de l'argent que vous gagnez grâce à Crisp sert à financer des projets un petit peu à côté. Est-ce que tu peux en parler ? Ouais. En fait, c'est pas au goût du jour aujourd'hui. Enfin, c'est une vision très futuriste de ce qu'on veut faire, effectivement. Pour le moment, on est très concentré sur Crisp. Mais en fait, l'idée, en fait, pour vraiment plus tard, c'est de faire d'autres projets autour de Crisp qui sont importants, quoi. Donc, moi, pour ma part, en fait, j'aimerais lancer une sorte de fondation, en fait, qui rendrait la communication instantanée genre plus décentralisée et plus libre. Un peu comme, finalement, c'est un projet qui va dans la continuité de ce que j'avais fait avec Japix. Mais l'idée, en fait, ce serait pour moi de créer une sorte de Ghost, le moteur de blog, de la messagerie instantanée version Slack, Slack-like. Ça n'a rien à voir avec Crisp, ça reste du messaging. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout est centralisé et tout a tendance à être de plus en plus centralisé sur des serveurs Amazon. Et on peut avoir des problèmes, on ne sait pas, dans 50 ans géopolitiques qui font que si les données des boîtes dans le monde, elles sont toutes dans un même état, tu vois, enfin, ça peut poser des problèmes. On ne sait pas ce que sera le monde demain et la décentralisation, ça a toujours été une bonne idée dans l'histoire de l'humanité. Le partage du pouvoir et le fait de lancer une solution de messagerie qui serait complètement décentralisée, un peu comme l'email en fait finalement, ça permet d'éviter ce genre de problème stratégique sur les années. Et donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui utiliserait les mêmes protocoles que Japix, donc je connais bien la base technique du projet. C'est un projet très long et pour le moment c'est clairement pas au goût du jour puisque on est sur Crisp, ça fonctionne bien et on a beaucoup de choses à gérer déjà. Et des projets après dans l'énergie et la robotique, je pense. Et ça, c'est des choses qui sont assez communes avec moi et Baptiste. Enfin, c'est des intérêts, des passions à voir. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, on vit qu'une fois. Donc, Crisp est un gros succès. Donc, si on peut utiliser une partie de notre succès pour faire d'autres choses importantes, c'est bien, quoi. Ouais, clairement, hein, c'est une bonne dynamique et je pense que le besoin de sens comme ça, c'est quelque chose de plus en plus présent chez tout le monde, de mettre du sens. Exactement. Et d'apporter aux autres aussi et pas forcément juste prendre du cash et aller sur une île déserte tout seul avec sa Ferrari. C'est très malheureux. Ouais. Pour le projet que tu parlais tout à l'heure, le fait de messaging décentralisé, je sais pas si tu as entendu parler des manifs à Hong Kong. Oui. Bien sûr. Où ils ont, à un moment, ils ont shut down Internet pour pas que les gens puissent s'organiser pendant les manifs et qu'il y a des apps qui sont sorties qui font du genre de talkie-walkie via du Bluetooth et du... Ouais, une forme de réseau qui n'est pas Internet, de pair à pair, quoi. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai toujours eu le rêve qu'on arrive à faire que, tu sais, vu que chacun a un device maintenant qui est connecté aux autres, on pourrait avoir une espèce d'internet qui est très décentralisé au point que chaque device peut être son propre serveur un petit peu et qui forward des trucs, quoi. Exactement, bah oui. Ouais. Une sorte de mesh de communication entre les devices. Après, c'est idéaliste, mais c'est très compliqué quand même à réaliser de manière reliable parce on est sur du sans fil, enfin il y a des histoires de latence. Oui. De segmentation des données quand tu héberges des fichiers, c'est-à-dire que ton fichier doit être sur toujours à peu près sur 3 devices différents, parce que si tu as un device qui est shutdown, tu dois pouvoir y accéder. C'est hyper compliqué et en fait dans le modèle économique dans lequel on est, c'est pour les boîtes, il n'y a rien qui est adapté, c'est compliqué. Le plus simple c'est d'aller sur du serveur en fait, quoi. C'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui et c'est le plus efficient aujourd'hui, mais c'est pas le plus
le plus philosophiquement bon en fait dans le long terme. Parce que la donnée aujourd'hui elle a tendance à être centralisée, etc. quoi. Et l'open source peut pas mal solutionner ça en fait quoi, en permettant aux gens d'installer des solutions sur leur serveur ou sur des solutions, des serveurs en fait qui sont fournis en tant que service, qui sont eux centralisés, mais le réseau peut toujours communiquer entre lui en fait, parce que tu as un protocole commun qui est ouvert, et comme l'email, exactement comme l'email. Et le problème de la communication, c'est qu'on l'a bien géré sur l'email, on l'a très mal géré aujourd'hui sur tout ce qui est instantané et appel. Oui, effectivement. Et de faire pas mal d'espionnage industriel. Enfin, moi j'ai peur de tout ce qui est espionnage industriel, espionnage de gouvernement sur leur population et tout ça. Et donc le fait de commencer par exemple par une alternative Slack qui héberge les données business, parce que Slack aujourd'hui héberge beaucoup de données business finalement quoi, sur les boîtes. Ça pourrait être une bonne idée, je pense. En plus, si tu prends par exemple l'exemple de Crisp, où tu dis que tu fais toute ta communication un maximum sur Slack, ça veut dire que toutes tes conversations confidentielles sont sur Slack, qui sont paf. Oui, en fait, c'est un problème qu'on a nous-mêmes et qu'on solutionnerait pour nous-mêmes, finalement. Ouais. J'aime pas trop solutionner des problèmes qui me concernent pas, finalement. C'est tellement intéressant et plus impliquant de solutionner des problèmes que tu as toi-même et de l'offrir aux autres, quoi. Clairement. Je suis plutôt d'accord. Ouais. C'est l'idée du podcast, d'ailleurs. J'avais un problème, il n'y avait pas de podcast sur les indie makers. Voilà. Ok, on peut atteindre mes questions finales. Du coup, je pense qu'on a fait une bonne discussion déjà. Oui, allons-y. Du coup, sur mes questions finales, la première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances ? Celle-là, elle est compliquée parce que j'ai vraiment rien à répondre sur cette question, très honnêtement. C'est pas des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, mais que je ne savais pas et qu'on aurait pu me dire. C'est que c'est 100 fois plus dur quand ça scale que au début. Mais en même temps, c'est là que les vraies choses se font. J'ai vraiment pas grand-chose à répondre. Je suis désolé sur cette question. Mais... Non, mais t'as pas besoin de faire. Qu'est-ce que le Valérian de 26 ans dirait au Valérian de 21 ans, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Essaie de faire de l'argent un peu plus vite quand même. Parce qu'on est resté un an à faire du produit et c'est vrai à itérer dans le confort. Alors qu'on aurait pu faire de l'argent un peu plus vite, je pense. Mais malgré tout, c'était une bonne idée d'avoir une période où on pensait pas du tout au billing, au business, et on était purement tech, quoi. C'est juste que cette période-là était un peu longue. Ok. C'est tout ce que je dirais. Intéressant. Juste une question vis-à-vis de ça. Quand vous avez lancé le produit, du coup, vous bossiez à fond dessus, et vous étiez où ? Vous viviez En fait, on était encore étudiants. Donc en fait, quand j'ai rencontré Baptiste, c'était à Lannion, en école d'ingé. Moi, je suis parti en Erasmus pour des raisons assez évidentes. C'est qu'il y avait plus de temps et que du coup, je pouvais travailler sur Crisp. Donc je suis parti en Lettonie et j'avais 50% de mon temps dans la journée allouable à Crisp. Donc j'ai pris un coworking space et j'ai travaillé de là-bas. Et Baptiste est parti à 42, il a quitté l'école d'ingé, il est parti à Paris à 42. Et donc tous les deux, en fait, on travaille en remote sur les nouvelles versions, les progressions de Crisp, quoi. Ok. Donc on était une boîte full remote en fait dans l'essence depuis il y a un an en fait, depuis qu'on a installé des offices à Nantes. Pourquoi avoir pris des offices du coup ? En fait la vie complètement remote, c'est marrant au début mais pas tout le temps. Enfin c'est quand même pas mal je trouve d'avoir un basecamp, un endroit où tu as tes affaires, où tu peux rentrer, te poser. La vie de nomade, moi je recommencerai. Elle m'intéresse énormément mais pour bosser ensemble, parfois c'est bien d'être tous ensemble, physiquement, dans un office. C'est pour ça que certaines boîtes, Ghost par exemple, que j'ai cité, le système de blogging open source, qui est non-profit, basé sur une fondation aussi, qui est un petit peu en concurrence avec WordPress philosophiquement. Eux, en fait, c'est une boîte complètement remote, c'est des Anglais qui ont fondé la boîte, mais aujourd'hui c'est international et ils font tous les deux fois par an, en fait, ils font des retraites dans une location. Par exemple, ça va être, je sais pas, en Thaïlande, à côté de la plage.
je sais pas, Amérique du Sud, 2 fois par an, ils vont réunir l'équipe et ils vont faire une retraite. Donc c'est leur façon en fait de bosser ensemble. Il y a différentes approches. Oui, bah, de toute façon, le temps entre vrais humains est quand même essentiel, je pense, à tout le monde, à un moment donné. Exactement. Mais le remote a des gros avantages en termes de motivation, de garder un bon mindset aussi, être ouvert à la culture, rencontrer ses customers, parce que Crisp, on a des customers partout dans le monde et quand on va dans une ville, généralement on regarde la base de données et on essaie de trouver un customer qui paye et on peut manger avec lui par exemple et discuter du produit et de ce qu'il fait et éventuellement même l'interviewer. Ça permet aussi de rencontrer pour qui tu bosses, quoi. Pour qui tu fais du software. Super intéressant, j'avais pas pensé à faire ça. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Du coup, deuxième de mes dernières questions, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi ou te suivre? Sur Twitter ou alors GitHub. Et mon nickname, c'est Valérian Saliou. Valerian Saliou. Je le mettrai dans la description. Je l'épelle parce que je sais qu'il y a souvent des erreurs sur mon prénom. Ok. Et du coup, en dernière question... un petit shortcut, Val quelque chose. Quelque chose de difficile à dire au micro. Oui, ça peut être une idée. Et du coup, sur ma dernière question, ça serait quel est le prochain invité selon toi que je dois faire venir dans ce podcast? Pour moi, en fait, on a des amis à Nantes. Donc, on a une boîte qu'on connaît bien qui s'appelle Clever Cloud, qui fait du cloud hosting, qui nous a beaucoup, en fait, le fondateur de cette boîte qui s'appelle Quentin Adam, nous a pas mal inspiré quand on a commencé Crisp, parce qu'il était très présent sur YouTube en conférence. Il faisait des conférences très tech, très motivantes. Et c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup, qu'on fréquente aujourd'hui, et il a beaucoup de choses intéressantes à dire, donc ça peut être cool de l'inviter. Ouais. Ok. Donc il fait de l'hébergement serveur cloud, automatisé, tout ça. Et ils ont des bureaux à Nantes. C'est une boîte, en fait, c'est pas du SaaS, ils appellent ça du PaaS. Plateforme as a service. D'accord, oui. Donc c'est très tech, mais il y a une histoire entrepreneuriale intéressante aussi, qui est différente de la nôtre finalement. Parce qu'ils n'ont pas été nomades, différente. Il y a plein de choses intéressantes dans leur histoire. Ne spoile pas. Je pense qu'ils diront beaucoup de bonnes choses aussi à notre sujet, donc on se respecte mutuellement. Top. Eh bien, merci pour ça. C'était vraiment un super épisode avec toi. J'ai vraiment apprécié discuter. Merci pour l'invitation. Les questions étaient pertinentes. J'aurais pu continuer à discuter encore très très longtemps, mais on va embêter les auditeurs. Je pense qu'après, il faut définir une limite quand même sur la longueur d'un podcast, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Eh bien, merci et à la prochaine. Merci. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.